1000 épisodes, ça y est. C'est le cas de le dire, ça y est. Donc après les nombreuses semaines de promotion de ce grand événement, si je puis dire, enfin, le millième Raw est passé. Le millième Raw est passé, il y avait eu beaucoup de choses d'annoncer, il y a beaucoup de choses qui sont passées lors de cet épisode. On va tout décortiquer, on va se faire plaisir, on va se faire la review donc de WWE Monday Night Raw. On va essayer d'être assez rapide quand même, mais pas non plus trop court, faut quand même que ça soit assez complet. Donc on va commencer tout de suite cette review de Monday Night Raw. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un pré-show qui avait été annoncé par la WWE, mais que finalement en fait il n'y en a pas eu tout simplement. Bah oui, le pré-show en fait a été finalement annulé par la WWE et le show a commencé donc à 2h et devait durer 3h. Première chose à savoir, c'est que il y avait un nouveau logo. Donc le nouveau logo de Raw est il est bof. Hein. Bon après c'est qu'une question de goût, mais je trouve qu'il est bof, il est moins travaillé que celui qu'on a connu avant. Et donc j'espère que ça sera qu'un logo, on va dire, que pour cet épisode-là, quoi. On va dire un logo juste pour fêter le millième épisode. Mais bon, de toute façon, c'est qu'une question de goût. Après, on s'en fout un peu. Il y a aussi une nouvelle chanson, donc une nouvelle chanson qu'on a pu entendre toute la soirée. C'était pas Nickelback, c'était je pourrais pas vous dire le nom de l'artiste puisque j'entendais dans les paroles Tonight is the Night, mais c'était pas la musique de Out of Sight, donc la musique promotion de l'événement. C'était une autre musique un peu plus métal, un peu plus extrême. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas ça fait du bien. Un peu de changement, ça fait quand même du bien. On a commencé la soirée parce que il faut bien commencer par quelque chose, parce qu'il y avait été annoncé donc sur www.com la DX, la réunion de la DX. Alors Shawn Michaels et Triple H sont donc venus sur le ring et ils ont commencé à dire leur petite catchphrase, le public était bien chaud et évidemment ils se sont rendus compte au plus grand plaisir du public qu'il manquait des personnes. Bah oui, parce que la DX c'est pas seulement Shawn Michaels, c'est pas seulement Triple H, c'est aussi Billy Gunn, Road Dogg et X-Pac. Et ces trois mecs là sont arrivés donc en Jeep après donc Shawn Michaels et Triple H se soient demandé s'il manquait des personnes sur ce ring. Et franchement, c'était un super moment. Je veux dire, bon, ça a duré 21 minutes, donc c'est quand même assez long. Mais tout de même, ça vaut tout l'or du monde parce que revoir Shawn Michaels d'abord, c'est super. Mais c'est encore mieux de le voir lorsqu'il s'agit de le revoir donc avec la totalité de la DX. C'est vraiment un gros bon moment de nostalgie comme on les aime. C'est un moment qui restera d'ailleurs évidemment, je pense, dans les mémoires, notamment la réaction du public à l'entrée de X-Pac, Road Dogg et Billy Gunn, elle est quand même assez énorme et c'est vraiment cool parce que ça fait plaisir quand même de voir une telle réaction pour des hommes qui représentaient quand même un peu la DX quand même, hein, ils la représentaient bien, et qui ont été un peu oubliés au fur et à mesure des années à cause justement des départs de ces trois hommes loin de la fédération. Donc c'est une bonne réunion comme on les aime. Je m'attendais pourtant à l'arrivée de Lesnar pour venir foutre le bordel et en même temps avoir la réponse au challenge de SummerSlam, mais en fait non, finalement rien de tout cela ne va arriver puisque Damien Sandow en fait va venir, va se moquer un peu de la DX et ce mec là va encaisser le switch music et le pédigré pour ensuite se faire dégager du ring. Donc histoire de mettre en avant un peu la DX. Donc c'était vraiment un moment, je dirais pas non plus intense, mais ça faisait vraiment plaisir de revoir quand même les 5 hommes. Je sais pas si ça vous a fait plaisir, et moi ça me faisait vraiment plaisir. Ensuite, retour de la pause, Jim Ross fait son entrée, et là encore on enchaîne les bons moments, notamment pour moi, parce que Jim Ross c'est un dieu pour moi. Franchement c'est le mec, le dieu par excellence du commentaire. J'avais le sourire aux lèvres pendant son entrée et franchement c'était énorme. J'ai énormément respect pour cet homme. C'est un mec qui s'y connaît tellement en catch que même Vince McMahon lui arrive pas à la cheville. C'est le meilleur commentateur des 10 dernières années. Pour moi c'est indéniable. C'est aucune contestation possible. Donc c'est vraiment le meilleur commentateur et là donc il va prendre sa place pour commenter cet épisode de Raw à notre plus grande joie et donc j'espère que Jim Ross va continuer de commenter les prochains Raw parce que vraiment Michael Cole, Booker T, c'est long, c'est chiant, c'est lourd, Jerry Lawyer il est moyen donc Jim Ross on a besoin de toi, reviens. Donc on se tourne vers notre premier match de la soirée, un 6-man tag team match, histoire donc de caser le maximum de superstars dans le show qui n'auraient pas un segment dédié à eux seuls, comme par exemple AJ et Daniel Bryan ou encore Triple H, par exemple. Donc bref, Sin Cara, Mysterio et Sheamus d'un côté, Ziggler, Jericho et Del Rio de l'autre. Donc
première chose à savoir, victoire de l'équipe face, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent, à part tout de même une fin de match assez rythmée et cool à voir, et une autre chose très intéressante, pendant le match, toujours, Ziggler va pousser Jericho, son propre partenaire, causant la défaite de la team Heel concrètement. Puisque en fait, Ziggler va pousser Jericho, Jericho va tomber à terre assommé, et ensuite Sheamus va enchaîner avec le Brogue Kick et donner la victoire à la team Face. Donc Ziggler va coûter le match à la team Heel et va notamment faire souffrir Jericho. Donc évidemment, on n'est pas dupe, on n'est pas con. Match à SummerSlam entre Dolph Ziggler et Chris Jericho, sûrement bientôt d'annoncer. Pour le pay-per-view. Donc pour ce qui est de Ziggler, bah, au moins ça lui donnera de quoi se mettre sous la dent quelque chose afin de le crédibiliser un peu avant de cacher sa mallette. Donc je pense que à SummerSlam il y a plus de chances que Dolph Ziggler remporte la victoire, surtout que Chris Jericho après SummerSlam va sûrement partir en tournée et faire d'autres projets. Donc je pense que il y verra pas d'inconvénient à encaisser une défaite face à Dolph Ziggler. En plus, ça permettra de crédibiliser donc le vainqueur de la mallette. Et puis ça permettra un cash, on va dire, un peu plus important. Et puis il faut se dire quand même, merde, Dolph Ziggler, Chris Jericho. D'un côté, t'as Dolph Ziggler, l'un des meilleurs encaisseurs de coups que j'ai jamais vu. En ce moment, c'est le meilleur encaisseur de coups avec Evan Bourne à la WWE. Et de l'autre, on a Chris Jericho, le dieu du catch. C'est qu'à le dire. Donc vraiment, on a une bonne confrontation donc, qui va s'installer. Bon, la storyline est moyenne, hein, ça c'est une certitude. Mais pour ce qui est du match, franchement, je croise les doigts pour une confrontation à SummerSlam. Ensuite, on a eu droit à un squash time, hein, évidemment, hein, le petit moment squash avec Brodus Clay, donc avec un collant aux couleurs des USA, complètement dégueulasse, totalement moche, qui a défait Jack Swagger en un temps record, quelques secondes. Bref, le seul truc intéressant, c'est qu'en ringside, Dude Love donc, était présent. Oui, oui, Dude Love, l'une des gimmicks de Mick Foley, puisque je vous rappelle, il en avait trois, donc il avait Mankind, Dude Love et bah, Mick Foley, si je me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises. Non, et Cactus Jack, et ensuite Mick Foley. Là, donc c'est Dude Love qui est venu, donc c'était assez marrant, puisqu'après le match, Mick a porté son Mandible Claw sur Swagger, qui continue par ailleurs donc sa défaite, qui continue sa série de défaites et sa descente aux enfers, doucement mais sûrement. C'est dommage pour lui parce que bon, il est pas mauvais. Ça serait un mensonge de dire que le mec est mauvais parce que franchement, il est très bon. Hein, franchement, on va pas se cacher. Ensuite, retour en backstage avec un petit segment incluant l'ADX et Trish Stratus, un segment juste pour rigoler, rien de plus, hein, pas besoin de détailler et de développer. On voit ensuite Daniel Bryan qui se prépare pour son mariage en costard blanc, donc je meurs d'impatience de savoir qui va venir gâcher le mariage, car on sait tous, on n'est pas dupes toujours, que quelqu'un va venir niquer la célébration, sinon bah ça aurait aucun sens, hein. On arrive, on fait le mariage et basta, donc c'est pas cool. Donc retour de la pub, c'est l'heure du mariage. Jerry Lawyer introduit le prêtre pour donc ce mariage, Slick. Alors, je sais pas pourquoi, Jerry Lawyer il est super content, le public pas beaucoup de réactions, et moi je sais même pas qui c'est. Bah oui, je l'avoue, j'y connais pas tout au catch, et je sais pas qui est cet homme, je sais pas qui est Slick, je sais pas s'il a fait partie de la WWE, vraiment là j'ai honte, je sais pas du tout qui est Slick. Bon bah voilà, hein, ça me fait ni chaud ni froid. Donc bref, les deux hommes sont à deux... Enfin, les deux hommes, excusez-moi. AJ et Daniel Bryan, je vais vous expliquer rapidement le segment. AJ et Bryan sont à deux doigts de se marier, mais au dernier moment, AJ ne dit pas le célèbre mot « Oui, je le veux ». Pour Daniel Bryan, non, ces mots en fait sont pour une autre personne. Cette personne lui a fait une excellente proposition plus tôt dans la journée, proposition qu'AJ a acceptée. À ce moment-là, Vince McMahon fait son entrée et annonce qu'AJ est la nouvelle General Manager. Et à ce moment-là, AJ s'en va en sautillant et en criant yes, tandis que Daniel Bryan s'énerve et casse tout. Donc pause publicitaire. Alors, je vais revenir sur le segment, donc je sais pas trop quoi penser. AJ, je pense qu'elle manque quand même d'expérience et je me demande comment les bookers vont réussir à l'utiliser à 100% de ses capacités. Mais quand même, ça peut être bon. Parce qu'on a bien vu que le personnage de AJ était quand même assez intéressant au fur et à mesure des semaines, hein, l'espèce de gros taré un peu psychotique qui fait un peu peur à tout le monde. Et ça peut donner des bonnes choses, mais ça peut être aussi mauvais. Donc je préfère quand même dire wait and see et ne pas m'avancer sur des suppositions foireuses. Mais
franchement, je suis pas si confiant que ça concernant le futur poste d'AJ et concernant sa capacité à, je veux dire, à nous divertir. Euh, pff, de plus, je suis un peu déçu parce que bon, je m'attendais quand même à du lourd pour General Manager. Je rêvais d'un Bret Hart, d'un Edge ou d'un grand homme comme ça. Là, je suis un peu déçu quand même, mais bon, hein, ça trouve à faire du bon boulot, on sait jamais. On revient ensuite de la pause publicitaire et Daniel Bryan continue de s'énerver. Il a cassé un peu tout le bordel et là, les officiels essayent de le calmer. Donc CM Punk fait son entrée, il vient de se moquer de Daniel Bryan gentiment. Et enfin, le Rock fait son entrée. Eh ouais, bah oui, le Rock, il était prévu ce soir pour le show. Et le Rock fait son entrée sous une énorme ovation et il vient enfin calmer les ardeurs de Daniel Bryan qui venait tout juste de gueuler sur CM Punk, qu'il était le visage de la WWE, qu'il était le meilleur du monde, etc. Et là, le Rock... Ah là là. Le Rock va faire une annonce par rapport au WWE Championship de CM Punk. Donc il l'avait dit, il ferait une annonce concernant le titre. Et là, c'est le drame ou c'est une bonne nouvelle, je suis partagé. Au Royal Rumble 2013, The Rock affrontera le champion de la WWE pour le titre, quel qu'il soit, donc quel que soit le champion, donc pour le titre WWE. Alors oui, un title shot pour le Rock, je sais pas quoi penser. Est-ce que je devrais être énervé de voir le Rock voler encore une fois la tête d'affiche avec une probabilité de le voir remporter le titre suprême, donc une probabilité quand même assez élevée, ou devrais-je être heureux car nous aurons le Rock, l'une des plus grandes superstars de la WWE, qui va revenir pour un match qui lui permettra peut-être un retour définitif à Raw, ce que beaucoup de gens attendent depuis maintenant un bon bout de temps. Je sais pas quoi penser, je suis vraiment partagé là cette fois. Avant, au pire, pour WrestleMania 28, avec toute cette histoire de passage de flambeau, cette rivalité John Cena, The Rock, on avait rêvé depuis tant d'années, euh, j'étais plutôt content du retour du Rock, mais là, c'est peut-être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Même le public, il n'a pas eu non plus une réaction aussi énorme que ça. Hein. C'était pas non plus la pop énorme du siècle. Hein. C'était un petit peu plus partagé. Et là, bon, le Rock quand même qui s'offre encore un main event, surtout le Royal Rumble, hein, encore un des 4 pay-per-view principaux de la WWE. Je suis un peu déçu. Je suis quand même un petit peu déçu. Hein. Mais on verra bien comment ça va se développer au fur et à mesure du temps. Mais bon, voilà, le Rock qui s'offre un title shot et qui a de fortes chances de remporter le titre. Je suis quand même un peu déçu. Donc le segment se termine avec un rock bottom de The Rock sur Daniel Bryan. Lui, si un Punk n'est pas impressionné, il regarde The Rock les bras croisés tout simplement, pendant que le Rock s'en va et célèbre. Justin Roberts introduit Bret The Hitman Hart. Ah, quel plaisir de le revoir. Donc après la Dégénération X, Jim Ross, voilà que Bret Hart fait son retour. Ça me fait super plaisir. Ça fait vraiment du bien parce que Bret, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un très bon catcheur et ça fait plaisir de le revoir. Et donc là, il est le special announcer donc pour le match. Donc il va annoncer les deux superstars. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le match suivant est pour le titre intercontinental et j'ai été choqué. Choqué d'abord parce que Christian a dû défendre son titre contre le Miz. Donc le Miz sorti de nulle part a une chance au titre, hein, comme ça, on sait pas pourquoi. Voilà, on le balance sur la tête d'affiche. Et deuxième chose, j'ai été choqué parce que le Miz a remporté la victoire et le titre intercontinental. Qui l'aurait cru, franchement? Je ne pensais pas quand même que les bookers feraient revenir le Miz aussi rapidement sur le devant du tableau. Et ce, évidemment, même si la WWE devra bientôt mettre en avant le film The Marine 3 où le Miz est l'acteur principal. Et que donc il faut quand même le mettre en avant pour mieux vendre le film. Après, peut-être c'est l'opportunité pour Christian de rebondir vers un title shot au titre mondial. Mais tout de même, euh, je trouve que faire revenir The Miz sur le devant de la scène aussi rapidement et d'une manière autant bâclée parce que le match était court quand même et pas vraiment intense, je trouve ça très moyen quand même. Non, je suis quand même assez déçu de voir le Miz revenir aussi rapidement sur le devant de la scène. Surtout que bon, Christian piétinait un peu, le titre intercontinental lui a permis de reprendre du prestige un peu. Et bam, là on lui retire encore le titre après l'avoir gagné il y a peu de temps. Je crois que c'était over the limit. Donc merde, je suis quand même assez triste. Ensuite, on a haussé d'un ton dans la soirée. Et là, vraiment, j'ai bandé. Là, je vais vous le dire cash, j'ai bandé comme un gros cochon.
J'ai bandé comme un gros cochon, hein, parce que on a eu le segment entre Triple H et Brock Lesnar. Alors, je m'attendais pas à ce que le segment soit aussi énorme. Parce que bon, Brock Lesnar, au micro, c'est une bite. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi énorme parce qu'en fait, je pensais que ce serait Brock Lesnar qui viendrait et qui parlerait à Triple H. Mais en fait, c'est Paul Heyman qui est arrivé. Et s'il y a bien un homme pour qui j'ai un énorme respect, un respect en béton armé, c'est Paul Heyman. Pour ce qu'il a fait à la ECW, pour son engagement par rapport à Vince McMahon, pour sa vision du business du catch. Bordel, vraiment, donc je vais vous rappeler rapidement le segment. Donc, Paul Heyman est venu pour répondre donc à Triple H en disant que non, il n'y aurait pas de match à SummerSlam. Et puis finalement, Paul Heyman continue de titiller Triple H et commence à parler de ses enfants. Et ça, Triple H n'aime pas ça du tout. Finalement, Stephanie McMahon vient. Elle commence aussi à titiller Paul Heyman en lui donnant des claques et en disant qu'on ne parle pas de ses gosses comme ça. On ne parle pas des gosses des Hemsley de cette manière. Et il commence à se faire taper par Stephanie. Et là, Paul Heyman, il rentre dans une colère, mais énorme. Et il annonce que donc, à SummerSlam, nous aurons bien Triple H face à Brock Lesnar. Et donc après, Stephanie attaque encore Paul Heyman. Et là, Brock Lesnar fait son arrivée. Et là, quelle intensité. Sans déconner, grosse intensité. Surtout qu'en plus, juste avant, je vais vous l'expliquer après. Donc grosse intensité, Brock Lesnar est venu. Grosse bataille entre Triple H, bataille de coups de poing, balancement dans les coins. Puis finalement, c'est Triple H qui aura le dessus. Et c'est Brock Lesnar et Paul Heyman qui vont devoir retourner en coulisses pendant que Triple H célèbre. Alors, je vais revenir rapidement sur le segment. Il faut que vous le regardiez. Franchement, surtout si vous y connaissez en catch, moi, c'est un segment qui m'a beaucoup plu parce qu'il m'a fait mal au cœur. Il m'a fait mal au cœur parce qu'à un moment, donc Stephanie McMahon, vraiment, elle a poussé Paul Heyman dans ses retranchements en l'énervant à mort, en le traitant donc de parasite professionnel, en disant que ça avait été une merde à la WCW, ça avait été une merde avec la ECW, ça avait été une merde avec la WWE, et ça m'a fait mal parce que moi, comme beaucoup de monde sur la planète, j'ai beaucoup de respect pour Paul Heyman et même si je sais que c'est du kiffable, c'est de la storyline, comme ça devant tout le monde, devant une jeunesse qui connaît peut-être pas beaucoup, ça m'a fait mal de voir Stephanie McMahon se permettre de dire une chose. Donc je me suis quand même bien énervé et ça m'a fait du bien parce que j'étais vraiment dans le segment. Et c'était ça qui fait la beauté du segment. J'étais à fond dans le segment. Et quand donc Stephanie McMahon a prononcé ces mots durs quand même à Paul Heyman, qui est quand même un dieu du catch, j'avais juste envie, c'est que Brock Lesnar arrive et explose la gueule de Stephanie et de Triple H. Donc vraiment, moi qui considérais cette rivalité comme de la merde jusqu'à maintenant, là mon avis a changé et j'attends beaucoup ce match avec impatience et espère une victoire de Brock Lesnar. Voilà, comme quoi tout peut changer en l'espace d'un instant. En tout cas, bon, c'est pas très objectif, mais vous voyez bien dans mes propos quand même, j'argumente et j'essaie de montrer que malgré le fait que bon, j'ai retourné un peu ma veste et que j'ai envie d'une victoire de Brock Lesnar, euh, euh, quand même le segment était énorme. Le fait que Stéphanie y aille presque dans la shoot promo, pousse Paul Heyman dans ses derniers retranchements, l'intensité psychologique entre Brock Lesnar et Triple H après la bataille et le grand final avec Brock Lesnar qui se fait dégager, pourtant c'est lui le plus baraque, c'est lui le plus monstrueux. Énorme, franchement c'est the segment à regarder. On continue la soirée avec Santino Marella et Hans Woogle qui viennent balancer des peluches WWE à l'effigie de vos stars préférées. Et en plus, vous savez quoi, les peluches, elles parlent, c'est vraiment génial. Genre, Rey Mysterio dit 619 et John Cena dit You want some, come get some. C'est vraiment trop cool. Pardon. Donc on zappe, c'est pas intéressant. Yves Slater vient et comme d'habitude propose son challenge habituel face à une légende de la WWE, mais cette fois-ci dans un no disqualification, no count out match. Lita, JBL et Ron Simons, donc la APA, dans un seul et même package, font leur entrée respective, donc à 3 contre 1, mais Yves Slater refuse le combat évidemment. Lorsqu'il revient vers le titantron, plein de légendes de la WWE apparaissent pour le ramener sur le ring.
Slater encaisse le Twist of Fate, la Clothesline from Hell de JBL et le Moonsault de Lita, causant évidemment sa défaite. Et accessoirement, Slater encaisse aussi le Damn de Ron Simmons, toujours aussi magnifique. Donc un segment marrant où j'ai quand même bien kiffé de revoir les mecs comme JBL, Ron Simmons, Vader, Sikosid ou encore Roddy Piper. Un match pas vraiment sérieux mais plus intéressant dans le côté nostalgie. Ce qui est assez marrant dans ce rôle là, c'est que je regarde, je fais le petit topo au fur et à mesure et je me rends compte en fait que pour l'instant les trucs que j'ai le plus kiffé, à part évidemment le segment de Paul Heyman et Triple H et Brock, c'est que c'est de retour des anciennes stars et c'est ce qui est bien d'un côté, mais bon, quand même pour le Millième Raw, j'aurais aimé que ça soit quand même des trucs d'actualité qui me fassent lever de mon siège. Là, bon, j'étais un peu déçu, hein. Vraiment, j'étais un peu déçu. Donc Kane en fait ensuite son entrée pour son match, mais finalement Jinder Mahal, Kurt Hawkins, Tyler X, Drew McIntyre, Camacho, Unico, les gros jobbers viennent sur le ring. Mahal se plaignant que les hommes avec lui n'ont même pas leur place dans ce show, ce qui est inacceptable. Donc les plaignants commencent à monter sur le ring, prêts à détruire Kane. Et là, le gong retentit. Oui, le gong, vous le connaissez bien, celui de l'Undertaker, celui qu'on entend une fois par an pour annoncer un match à WrestleMania. Mais cette fois, l'Undertaker fait son retour pour faire équipe avec Kane. Eh bah oui, ce dernier est venu porter aide à son frère fictif, le Big Grand Monster, afin de mettre hors d'état de nuire donc tous les hommes qui venaient sur le ring pour détruire le pauvre Kane. Donc après cette destruction, le Phenom et Kane célèbrent leur victoire. Alors j'ai été quand même déçu parce que ces foutus news, ces foutus spoilers de merde m'ont spoilé le retour de l'Undertaker. Donc j'étais quand même bien déçu. Donc finalement je m'y attendais un peu au retour de l'Undertaker et ça m'a un peu niqué le suspense. Surtout que c'était quand même un peu grillé. Kane qui se retrouve seul, prêt à se faire tabasser. Mais bon, quand même, voilà, sans les spoilers, sans les news qui disaient ah, peut-être le Taker de retour, voilà, on aurait peut-être pu un peu quand même merde savourer. Mais bon, ça n'empêche que la team a quand même de la gueule. Brothers of Destruction, excusez-moi. Elle a quand même de la gueule. C'est quand même une équipe qui a marqué un peu l'histoire. Bon, pas autant que Edge et Christian, les Dudley Boys, mais ça fait quand même plaisir de les revoir. C'est une équipe qui on peut peut-être espérer rafraîchir la division tag team, même si je doute quand même, vu on va dire, le prestige de l'équipe qu'ils aillent au fond du trou en affrontant les champions par équipe. Mais après, est-ce que l'Undertaker peut assurer des futurs weeklies, donc assurer les weeklies sur weeklies en tag team match? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au moins faire équipe avec Kane, ça va lui assurer moins de travail sur un ring, et donc moins de travail, et moins d'efforts, et moins de douleurs, et moins de blessures. Mais tout de même, repartir sur le ring, c'est quand même une épreuve, et j'espère que l'Undertaker sera taille, car ça m'énerverait que ce retour soit bidesque. Parce que d'une, ça détruirait la légende, ou du moins ça la décrédibiliserait. Et de deux, ça nous offrirait des matchs quand même plutôt bidesques. Donc j'espère vraiment que le Taker va arriver à assurer. Car lorsque j'ai vu, je l'ai regardé, on va dire, taper sur ses adversaires pendant pendant on va dire, la destruction des jobbers qui étaient venus se plaindre, l'Undertaker avait quand même avait un peu de lenteur, était un petit peu lent dans ses mouvements, ça manquait d'intensité, donc j'espère quand même qu'il va redresser la barre, hein, et qu'il n'est pas simplement revenu pour revenir. Donc l'Undertaker, je croise les doigts, prouve-moi que j'ai tort, s'il te plaît. Il était temps. Le clou de la soirée. Le match qu'attendait le WWE Universe avec tant d'impatience. D'un côté, John Cena, vainqueur du Money in the Bank Ladder match lors du dernier pay-per-view. De l'autre, CM Punk, le champion de la WWE, champion depuis 8 mois. Aucun vainqueur donc de la mallette n'avait raté son cash et n'avait pas remporté donc le titre par la suite. Donc autant dire que ce soir c'était 50-50 entre les chances de victoire de Punk que les chances de victoire de John Cena. Donc je vais vous raconter vite fait le match. Donc au bout d'un moment, CM Punk, sans vouloir, a assommé l'arbitre, puisque donc Cena l'a poussé et Punk est rentré dans l'arbitre. L'arbitre sonnait donc pendant ce temps-là. Punk s'est pris un attitude adjustment. Big Show est arrivé, a donc frappé John Cena. John Cena était KO.
CM Punk, il savait pas trop quoi faire, il hésitait, il a longtemps hésité, mais finalement, il a décidé de réveiller l'arbitre et de faire quand même le cover, malgré qu'il était quand même, bon, c'était quand même un champion face, mais malgré tout, il a utilisé l'intervention du Big Show pour, on va dire, pour lui, à son avantage. John Cena fait le kick out. Ensuite, tant bien que mal, John Cena arrive à porter son STF, et là encore une fois, Big Show intervient, causant la disqualification et donc la conservation de titre pour CM Punk. Mais c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui va survenir après. Donc après, Big Show va passer à tabac John Cena, mais d'une façon assez crue et assez correcte. Et CM Punk, lui, ne va rien faire. CM Punk va simplement regarder, va simplement se reposer. Il va se montrer hésitant dans son regard, mais il va rien faire. Il va pas intervenir et il va se faire siffler pour ça. Ensuite, donc là encore ça allait au niveau de, on va dire, de la hit, donc des sifflements que CM Punk se prend, puisque bon, John Cena quand même il est pas très aimé. Mais là, The Rock apparaît. The Rock apparaît pour venir en aide à John Cena. Il arrive, il porte son Spinebuster à Big Show. Big Show est à terre. The Rock va partir pour son mouvement le plus électrifiant de tous les temps, donc le People's Elbow. Mais au moment, donc The Rock s'élance dans les cordes, bam, CM Punk l'accueille avec un coup de la corde à linge. Et donc il est KO. Et donc après CM Punk relève The Rock et lui porte son GTS. Et lentement mais sûrement, CM Punk s'en va avec le titre de la WWE face à un John Cena complètement KO, face à un Big Show KO et face à un Rock KO. Sous une huée de sifflets. Et là, je dois dire que c'est beau. Alors, je vais analyser le truc en deux parties. D'abord, je vais quand même faire d'abord le premier truc le plus subjectif. Ce qu'il faut savoir, vous le savez peut-être déjà, je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, là je vais parler pour mon avis personnel, parce qu'après tout, bon, c'est vrai que c'est un podcast où je parle de catch en général, mais j'aime bien aussi parler de mes goûts et de mes impressions. Et pour un marque de CM Punk comme moi, je suis super content. J'étais mais aux anges à la fin, mais les sifflets je m'en fichais, mais j'étais aux anges parce que je trouvais que le personnage de CM Punk, c'est vrai, s'essoufflait un peu. Depuis quelques mois, c'était bon, c'était bien, mais sans plus. Mais là, on repart sur un nouveau tournant pour le personnage de CM Punk. Là, on repart sur du lourd, sur du concret. Là, on repart sur un heel turn possible, hein, c'est pas encore sûr, il faudra attendre peut-être l'Euro de la semaine prochaine. Mais là, CM Punk qui fait un heel turn, ça va complètement changer la donne. Là, tout ce que donc la WWE avait entrepris donc pendant une année donc à en faire une top star, bam, tout ça vient de s'écrouler. Tout ça vient de s'écrouler au profit donc de The Rock et John Cena, accessoirement du Big Show. Là, on a vraiment un renouvellement du personnage vraiment inattendu, ça vraiment on s'y attendait pas. Et putain, mais ce que ça me fait plaisir de voir enfin CM Punk, parce que j'ai toujours trouvé que CM Punk était mieux en heel, ses speeches résonnaient mieux en heel, étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus portants en heel. Et franchement, ça me fait bander. Ça me fait bander grave. Ensuite, donc là, je vais l'analyser de façon objective. C'est la même chose. Concrètement, ça va faire. Je pense que les détracteurs vont pouvoir de CM Punk vont pouvoir se taire parce que là, on va quand même repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau vent de fraîcheur concernant le personnage de CM Punk. Bon, ok, d'accord, il est toujours champion de la WWE, ça peut être en agacer certains, mais excusez-moi, quand tu livres des super performances en pay-per-view, tant que ça continue, moi, ça me dérange pas. Là, va avoir un renouvellement du personnage, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de penser les choses par rapport à CM Punk et son entourage, et moi je dis, c'est tout banco. Et en plus, Cena donc a perdu par disqualification, donc concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu, il est le premier à avoir perdu le Money in the Bank? Concrètement, oui, mais ça sent quand même le gros match revanche John Cena à CM Punk à SummerSlam. Et ça sent surtout aussi la grosse intervention du Rock ou la grosse participation du Rock à SummerSlam, parce que le Rock va pas en rester là, il s'est pris une clothesline, il s'est pris un GTS, il va pas en rester là. Mais le Big Show non plus. Donc là, on a 4 hommes qui sont sur le devant de la scène pour le titre WWE. Donc, ça va donner du très très lourd à SummerSlam. Du très très lourd. Alors, pour ce qui est du Raw, donc dans sa globalité, le millième Raw. Alors, je vais quand même essayer d'être assez rapide. Ça a été un bon Raw. Il a été bon. Là, je vais quand même pas cracher dans la bonne soupe. Ça m'a fait plaisir de revoir des légendes telles que Bret Hart. Malgré qu'il manquait Stone Cold, quand même, j'étais déçu de ne pas voir Stone Cold. Mais ça m'a fait plaisir de voir Jim Ross, la Dégénération X.
Roddy Piper, Road Dogg, Billy Gunn, revoir Vader, Psychocide. Vraiment, ça m'a fait revoir JBL aussi, JBL que j'adore. Ça m'a fait super plaisir de revoir ça. Deuxièmement, le match CM Punk John Cena était plein d'intensité. Alors après, bon, certains en avaient un peu rien à foutre, mais pour un fan de Punk comme moi ou pour un fan de John Cena, ce match a dû être super bordant. Bon, le match n'était pas énorme, mais au niveau de l'intensité et surtout du final, c'était quand même super. Et évidemment, le segment entre Paul Heyman, Triple H, Brock Lesnar et Stephanie McMahon était tout simplement awesome, comme dirait le Miz. Après, donc, ça se partage entre du bon et du moins bon. Quelques surprises avec notamment la victoire du Miz, mais dans l'ensemble, c'était un Raw super. Peut-être ce que je mettrais en plus gros bid. Bon, je vais être méchant, mais le retour de l'Undertaker, hein, franchement. Enfin, personnellement, c'est parce que moi je m'en fiche, hein, mais bon. Enfin, voilà, une alliance avec Kane, moi je trouve c'est redescendre par rapport à ce qu'il nous a offert à WrestleMania. Et il était d'abord à une telle haute cote de prestige que repartir sur la team avec Kane qui a perdu beaucoup de crédibilité depuis les dernières années, bon, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quoi qu'il en soit, c'était un très bon Raw. Euh, Surtout, regardez le segment avec Heyman, et Triple H et Lesnar, et regardez le match pour le titre WWE, et le heel turn à la fin de CM Punk qui s'enclenche, et ça, c'est beau, parce que personne s'y attendait, et que surtout, ça va apporter un vent de fraîcheur à son personnage. En tout cas, c'est fini pour cette édition du Wrestling Rewind. Elle aura été un petit peu longue, je sais, mais quand même, c'était le 1000e épisode d'Euro. Fallait se faire plaisir. Alors, bon, c'est vrai, là, cette fois, cette édition, je l'ai fait un peu, bon, pas à l'arrache, parce que bon, j'ai quand même bien regardé le show. Mais bon, j'avais envie pour cette édition, quand même, le 1000e, me faire plaisir, donner vraiment mon avis. euh, Quitte à être des fois, peut-être, vous trouverez subjectif. Mais j'avais vraiment envie de me faire plaisir, vous faire plaisir. Et vous inquiétez pas, pour les prochaines vidéos, on repartira sur du concret. En tout cas, c'est la fin de l'édition du Wrestling Rewind. Je vous invite, comme d'habitude, à liker ma page Facebook pour me soutenir et être au courant des dernières vidéos. Je vous invite également à liker la vidéo et à la partager, à la faire découvrir, à mettre un commentaire, autant mauvais que bon, hein, parce que toute critique est bonne à prendre, ça c'est sûr. Je pense que sur cette vidéo-là, j'aurais peut-être des critiques parce que peut-être des fois j'ai pas été objectif. Mais comme c'était Milliam Raw, quand il y avait beaucoup de retours, nostalgiques, quand même, je me suis fait plaisir. Je vous le cache pas. Mais bon, j'espère quand même que cette review vous aura plu. En tout cas, merci à tous. Je vous kiffe. On se retrouve pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Et surtout, le plus important, car après ce millième Raw, ça a encore plus de sens. Vive le catch. Salut à tous.